Bonsoir à tous et à toutes. Divine et fructueuse année 2024 à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. NCI Sport de ce nouvel an est assez spécial. Nous vous offrons deux interviews. La première, elle est du président de la Fédération ivoirienne de football. Idriss Diallo nous fait le bilan de l'année 2023, mais également il se projette sur l'année 2024. La seconde, elle est du directeur des programmes adjoints de NCI. Joël Amos Badi nous révèle le dispositif que compte déployer la chaîne durant la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne émission à vous. Nous sommes en fin d'année 2023, occasion choisie par NCI Sport de rencontrer le président de la Fédération ivoirienne de football. Idriss Diallo nous fait le bilan des 12 derniers mois, mais également il se projette sur l'année prochaine. Président Idriss Diallo. Président Idriss Diallo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Yves, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, on ouvre le premier chapitre de cet entretien par le championnat national, démarré le 24 septembre. La première phase du championnat a pris fin il y a quelques jours. Êtes-vous satisfait de cette première partie? Oui, je pense que oui, dans l'ensemble. On a démarré déjà avec un peu de retard, compte tenu d'un certain nombre de soucis que nous avions avec l'enrôlement des équipes au niveau de la licence club CAF. Donc on a pris une semaine, 15 jours de retard. Après, le championnat a démarré. Et je pense que tous les matchs se sont bien déroulés. En dehors des matchs de la SEC qui est engagé en Coupe d'Afrique, qui a donc quelques matchs en retard. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et vous avez vu que le championnat est très ouvert. Hein. Regardez aujourd'hui qui est en tête, qui est deuxième. Regardez ceux qui sont, même les 4 clubs qui sont à la queue, se tiennent à moins de 3 points. Donc je pense que dans l'ensemble, ça va. On n'a pas eu de problème organisationnel. Donc ça va. Mais s'il y a des choses à améliorer, ce sera à quel niveau? Il y aura forcément des choses à améliorer parce que quand vous avez organisé une compétition, il y a toujours des choses qu'il faut améliorer. Mais pour l'instant, on n'a rien de bien. On a une belle expérience quand même. Depuis l'année dernière, on a une belle expérience. Les équipes sont rodées. Donc je pense qu'on va toujours aller dans l'amélioration quotidienne de notre organisation. Certains observateurs se plaignent, notamment des matchs en retard au niveau de la SEC Mimosa. Que comptez-vous faire pour régler tout ça? Mais on ne peut rien faire. La programmation de la CAF s'impose à nous. Et on ne peut pas pénaliser non plus la SEC Mimosa, qui est notre représentant en compétition africaine. Voilà, donc on est bien obligé d'organiser notre calendrier autour de ça. Je ne vois pas pourquoi les gens souvent soulèvent des polémiques qui ne sont pas nécessaires. Le fait que la SEC soit en Coupe d'Afrique, c'est dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. L'année dernière, d'ailleurs, on a eu 2 représentants en Coupe d'Afrique, grâce aux résultats de la SEC. Donc on ne peut pas d'un côté être satisfait et puis de l'autre se plaindre. Qu'on nous fasse confiance, on va faire les choses dans le respect de l'éthique et des règles. Et donc les choses vont bien se passer. Président, cette phase allée de la Ligue 1 a été marquée par des plaintes contre les arbitres. Comment réagissez-vous face à ça? Écoutez, il y a une commission d'arbitres qui est dirigée par Bonaventure Kalou. Donc nous l'avons interpellé là-dessus. Et il nous a dit qu'il travaillait là-dessus. Donc on va essayer déjà de mettre en avant, de mettre je dirais en route le projet qu'on avait d'avoir des arbitres d'élite. On va essayer de le mettre en œuvre dès la deuxième phase du championnat pour voir comment on peut régler ça. Mais le problème de l'arbitrage est récurrent. Mais vous savez, moi, je n'ai pas de compétences particulières en la matière. Donc c'est au sein même de l'organe qu'il faut que cela soit régulé. Donc je pense que quelque part, tout sera mis en œuvre pour arranger cela. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens se plaignent. Mais on n'a jamais d'éléments factuels pour pouvoir prendre des mesures. Si on a des éléments factuels, des mesures seront prises. Alors, l'un des défis non résolus de la fédération, c'est l'absence des supporters au stade. Président, à quel niveau se situe le problème? Ce n'est pas un défi de la fédération d'amener les supporters au stade, non. C'est le défi des clubs. Le défi de la fédération, c'est organiser les compétitions, donner les moyens aux clubs d'avancer, créer des bonnes conditions de déroulement des compétitions. C'est ce que nous faisons. Mais emmener les spectateurs au stade, c'est le rôle des clubs. C'est les clubs qui doivent avoir des bases de supporters. Est-ce que vous pensez que le championnat d'Espagne, c'est la fédération d'Espagne qui remplit le stade du Real de Madrid ou qui remplit le stade de Barça? Est-ce que vous pensez que dans la Ligue en Angleterre, c'est la fédération qui remplit le stade de Liverpool? Donc il ne faut pas déplacer les problèmes. Il faut arriver à ce que les clubs, eux, amènent les supporters au stade. Alors, on connaît le problème. Sur 16 clubs de Ligue 1, on a une bonne dizaine de clubs qui est censé être à l'intérieur. Mais
Dès que la CAN va finir, ces clubs vont retourner à l'intérieur. Et je prends souvent le cas de Odiéné. Quand Odiéné joue à Abidjan, ils ont à peine 100 spectateurs. Mais l'équipe de 3e division Solidarité d'Odiéné qui joue à Odiéné, ils ont 5000 spectateurs. Donc quand ils vont retourner sur leur base, on aura plus de supporters, que ce soit pour Boaké, que ce soit pour San Pedro. Ça va répondre à ça. Mais ça ne va pas résoudre toute la question. Les clubs d'Abidjan eux-mêmes, qui sont là, le Stella Club d'Adjamé, les autres clubs de Ligue 1 qui sont là, il faut qu'ils aient une base. Et je pense que c'est ce travail-là qui doit être fait. Aller avoir une base, un ancrage local pour pouvoir faire venir les gens au stade. En 2023, Président, il y a eu le retour de la Coupe nationale. Votre jugement sur le déroulement de cette compétition? Mais je pense que c'est bien déroulé. C'est bien déroulé. On a eu une finale à Sekafad. Donc je crois que les choses se sont bien déroulées et ça va continuer ainsi. D'accord. Alors, quelle est la situation des footballeurs professionnels en Côte d'Ivoire? Sont-ils bien traités selon vous? Écoutez, tout n'est pas parfait, mais je veux rappeler d'où l'on vient. D'accord? Avant que nous ne soyons élus, les joueurs n'avaient aucun statut, en tout cas au plan salarial. Donc nous avons mené une négociation avec les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de D3 et on a réussi à se mettre d'accord sur un SMIC de Ligue 1, de Ligue 2 et de D3. Donc ce SMIC-là est respecté. Aujourd'hui, tous les joueurs touchent le minimum prévu dans leur catégorie. Les autres touchent un peu plus. On a mis en place un contrôle au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour s'assurer que les joueurs sont effectivement payés au niveau qui leur revient et de façon régulière. Je pense qu'on a déjà franchi la première étape. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Cependant, vous êtes censé savoir qu'il y a eu une accusation de zéro match. Pour le président de Boaké, qui est aujourd'hui au COMEX, mais qui ne paye pas ses joueurs, si vous allez à Boaké, les conditions de vie des joueurs sont précaires, des joueurs qui vivent dans les 2 chambres salon avec un puits, c'est très dangereux. Il licencie les joueurs à tout bout de champ, c'est comme il veut, mais ces personnes-là ne peuvent pas être dans le COMEX. Que savez-vous de cette affaire? Écoutez, je ne sais rien d'autre que ce qui a été diffusé sur les réseaux, mais vous devez savoir que le contrat entre les joueurs et un club est un contrat privé. Nous avons pour obligation de s'assurer que les contrats sont respectés. Pour l'instant, c'est le cas. Donc, la personne qui est allée porter ces accusations, mais je pense qu'elle a ses raisons. Le responsable de ce club, qui est le président Issa Diabaté, elle doit prendre des dispositions pour faire face à cela. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous, au niveau de la fédération, les éléments en notre possession indiquent que le président Issa Diabaté et le club de Boaké sont en règle vis-à-vis de leurs athlètes. Voilà. Après, j'ai vu qu'on a parlé peut-être de conditions d'hébergement, mais ce n'est pas contractuel. Ce n'est pas contractuel. Donc, nous, comment on peut se mêler de quelque chose qui n'est pas... S'il est prévu dans le contrat du joueur des conditions spécifiques d'hébergement qui ne sont pas respectées, que le joueur nous saisisse. Nous avons au sein de la fédération la commission du statut du joueur, qui est dirigée par Cyril Lomoro. Et cette commission-là pourra trancher la question. Je ne suis pas au courant d'une telle saisine. Maintenant, si les joueurs vont saisir une autre organisation, mais nous, on ne sait pas de quoi il s'agit, cette organisation n'est pas affiliée à la fédération, nous ne la reconnaissons pas. Alors, pouvez-vous nous faire un point au niveau des clubs en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les nouvelles recommandations de la CAF? Président, dites-nous qui est à jour et qui ne l'est pas. Mais tous ceux qui participent aux compétitions sont à jour. Il y a eu un certain nombre sur le licence club, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites et ils doivent donc tous se mettre à jour avant le 31 décembre. Donc, il y en a qui sont déjà à jour, ceux qui ne sont pas à jour jusqu'au 31 décembre, dernier délai pour le faire. Donc, on va faire une évaluation début janvier et puis voilà. On a accusé la fédération un peu de complaisance à ce niveau. Comment vous réagissez face à ça? Mais qu'est-ce qu'on appelle complaisance? Il y a une commission qui s'est réunie, qui a dit voilà les conditions. Sur X clubs, il y en a Y qui remplissent. Les autres ne remplissent pas. On avait 2 possibilités. Première possibilité, comme ils ne remplissent pas, on les exclut. Est-ce que ça a du sens? C'est des clubs qui sont affiliés. C'est des clubs qui sont, comment on appelle ça, engagés. C'est des clubs qui participent à notre compétition. Deuxième option, c'est de dire, conformément, parce qu'on a eu l'accord de la CAF, on a interrogé la CAF, et nous ont dit, bon, donnez-leur un délai. Sur cette base-là, on a donné un délai qui nous amène au 31 décembre. À l'issue de ça, celui qui n'est pas à jour, la sanction qui est prévue tombera. Un mot sur le championnat féminin. Comment vous le trouvez? Êtes-vous satisfait de son déroulement? Écoutez, je trouve qu'il a encore des progrès à faire. Il a encore des progrès à faire. Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe dans le football féminin. J'ai demandé au directeur technique national de nous élaborer un projet de relance du football féminin.
pour que sur les 3-4 prochaines années, on puisse avoir une évolution. J'aurais les moyens de commencer avec les jeunes filles, de reconstruire totalement la base. Donc là-dessus, il est en train de travailler et son projet a été élaboré. Nous sommes en train de réaliser le budget de l'exercice prochain. Il va être pris en compte. D'autres chaînes de télé aspirent à diffuser le championnat national. Dites-nous, à quand le prochain appel d'offres? Notre contrat avec Canal court jusqu'en 2026. Après ça, il y aura un appel d'offres. Et ça veut dire que vous prenez un engagement contractuel. Vous devez le respecter. Toutes les chaînes susceptibles de vouloir diffuser le championnat national seraient les bienvenues après 2026. Ah, totalement. On va faire un appel d'offres ouvert. Parce que vous savez, il faut qu'on soit honnête. Quand Canal a décidé de soutenir le championnat de Côte d'Ivoire, il y avait combien de chèques? Il y avait qui? Ils ont pris un risque. Il faut le leur reconnaître. D'accord? Et quand nous sommes arrivés, Canal voulait partir. Il faut aussi dire les choses. C'est nous qui sommes allés les voir pour leur dire non, vous ne pouvez pas partir maintenant, on a besoin de vous. C'est le moment de rentabiliser votre investissement. Donc, ils sont restés. Mais maintenant qu'il y a d'autres chaînes, comme les vôtres, qui sont reconnues dans le sport, qui sont en train de faire de grandes choses dans le sport, mais au moment de la fin du contrat de Canal, un appel d'offres ouvert sera lancé. Et on verra un appel à manifestation. La chaîne qui mettra le plus de moyens sera retenue. C'est notre objectif d'ailleurs. Hein. Donc, vous connaissez déjà ce que Canal paye. Préparez-vous à payer un peu plus. C'est tout. Président, on va aborder le chapitre des sélections nationales. Les éléphants ne participeront pas à la CAN 2024 au Maroc. Comment vous vivez cet échec? J'avais une belle ambition pour cette équipe. J'ai la même déception que j'ai eue avec les U23. J'avais des ambitions pour ces équipes-là. J'ai donné les moyens de préparation. J'ai mis le paquet, comme on dit. Hein. J'ai mis beaucoup de moyens. Malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier. On ne va pas regarder le passé. C'est pour ça que j'ai parlé d'ailleurs d'un plan Marshall pour la relance du football féminin. C'est la conséquence de ça. Parce que je ne suis pas satisfait. Mais ce qui est fait est fait. Au niveau des JO, il y a eu aussi un forfait. Président, que s'est-il réellement passé? C'est des compétitions qui n'étaient pas financées. Vous savez que le financement des équipes nationales est du ressort de l'ONS, l'Office national des sports. L'ONS nous a informé que le financement n'était pas prévu. Donc, que ce soit les éliminatoires de la CAN 2024 ou les JO, c'était la fédération même qui devait financer. On a financé sur nos fonds propres. La CAN a plus de 200 millions, 240 millions, chose. Mais on a été éliminé. Mais je n'ai pas les moyens de financer les JO, où il y a 4 tours. C'est aussi simple que ça. On n'a pas les moyens, donc on n'a pas pu y aller. Déjà, on a financé pour la CAN, entre guillemets, à perte, parce qu'on a mais sans résultat. Mais on n'a pas les moyens d'aller plus loin. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il fallait reprendre pour avoir une nouvelle organisation, pour que nos moyens qu'on va mettre puissent être mis de façon structurée, pour avoir un résultat un peu plus intéressant à terme. Vous parlez de plan Marshall pour le football ivoirien. Féminin. Féminin plutôt, pour le football féminin. Dites-nous, Président, c'est quoi les piliers de ce plan Marshall? Donc déjà, il faut qu'on sorte, je dirais, des sentiers battus. Pour toutes ces équipes-là, que sont le Mamelodi Sundowns, que sont les équipes marocaines, que sont les équipes nigérianes, mais elles ont commencé avec les jeunes. C'est tout. Il faut qu'on commence au niveau des jeunes. Voilà. On a les équipes de Ligue 1 qui sont là, qui sont championnes. La moitié des effectifs sont étrangers. Ce n'est pas des joueuses ivoiriennes. Donc on va prendre des joueurs, nos jeunes filles, jeunes, les encadrer, les former. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, elles seront, je dirais, aguerries et elles pourront nous représenter. En plus de nos internationales, les gens qui sont à l'international, comme celles qui sont à Fleury, et ainsi de suite, qui viendront renforcer l'équipe. J'ai vu qu'on parle un peu des sélections des jeunes, des catégories. Dites-nous, depuis que vous êtes là, on n'a pas encore réussi à se qualifier pour une CAN des U17, des U20 et des U23. Comment vous vivez tout ça? Comment vous réagissez face à ces différents échecs? Depuis que je suis là, ça veut dire qu'avant moi, il n'y avait rien qui était préparé. Moi, je ne fais que prendre ce qui était là. Quand vous arrivez et que vous avez une compétition dans 2-3 mois, vous pensez que c'est mon bilan? Ce n'est pas mon bilan. C'est le bilan de ce qui était auparavant. Donc vous posez la question à la normalisation qui était là avant. C'est eux qui pourront vous apporter des réponses. Mais l'administration, c'est la continuité. Oui, alors donc moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai essayé de m'organiser avec. D'ailleurs, regardez même l'équipe nationale A. L'équipe nationale A que j'ai pris quand je suis arrivé et celle qui est là. Vous avez vu le rajeunissement qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est la même équipe nationale là? Ce n'est pas la même. Mais parce que le travail, c'est un travail qui se fait de façon progressive. Donc, quelque part, c'est la même chose pour les jeunes. Mais vous dites qu'on ne s'est pas qualifié. Mais reconnaissez quand même que depuis que je suis là, on est allé jouer au tournoi de Montaigu. On est allé jouer au tournoi de Toulon. On a participé aux différentes compétitions de ces différentes catégories. On se prépare. Nos jeunes sont actuellement au Maroc. On participe à un tournoi
avec l'Afrique du Sud et le Maroc. Vous le savez. Bon, donc il y a un travail qui est fait, mais c'est un travail, je dirais, de base. On est en train de rebâtir. Aujourd'hui, il y a un championnat des U20, il y a un championnat des U10. Donc on est en train de rebâtir. Mais quand on rebâtit, on n'a pas le résultat tout de suite. On espère avoir le résultat d'ici la fin de notre mandat. Pour l'instant, on a tout mis à plat et on repart à zéro. C'est pour ça qu'on a fait venir un directeur technique national chevronné, compétent, qui fait une formation, d'abord la formation des formateurs, pour les mettre à niveau. Et puis ensuite, pour encadrer les jeunes sur le terrain. Le président va parler de l'équipe A. Ces derniers temps, on a vu des communications sur le camp de base des éléphants qui serait dans le quartier des Deux Plateaux. Pourquoi le choix de ce quartier? Vous savez que les éléphants, jusqu'à présent, quand ils viennent, ils se préparent au Radisson. Vous avez suivi la dernière fois les polémiques sur les gens qui rentrent au Radisson, C'est un hôtel qui est ouvert, le Radisson. Le Radisson a près de 200 chambres. Donc on ne peut pas privatiser le Radisson. Donc on est à l'hôtel au même titre que tous les autres clients. Donc on ne peut pas empêcher les clients de rentrer, de venir. Donc la quiétude des éléphants n'est pas totalement acquise. Donc nous avons cherché à Abidjan un hôtel qui réponde à nos critères de qualité, à pouvoir privatiser. Et l'hôtel que nous avons trouvé, c'est cet hôtel-là. Je vais dire son nom, c'est Maison Palmier. Ça a été officiellement dit, c'est sur nos communiqués. Parce que c'est un hôtel qui a une 60aine de chambres, qui suffit largement à notre organisation, qui peuvent être privatisés. Ils sont donc dans un cocon, à l'abri des visites intempestives, et donc dans un endroit où ils peuvent se concentrer sérieusement. Et ils sont aussi à partir de là, à moins de 10 minutes de leur stade d'entraînement, qui est le stade du lycée technique. Donc on a des questions de commodité pratique. Et de là, ils sont à moins de 30 minutes du stade Alassane Ouattara où ils doivent jouer. Donc le site est idéal. Quand vous partez de Radisson pour aller au stade Alassane Ouattara, vous avez pratiquement 45 minutes, 1 heure. Donc quand on a analysé, ce site répondait vraiment à nos critères de qualité, à nos critères de sécurité, à nos critères de privatisation et à nos critères de distance. Donc quelque part, il était idéal. Pour la préparation, c'est San Pedro qui a été choisi. Pourquoi? Mais, comme je vous disais, la Coupe d'Afrique se déroule dans notre pays. Notre pays a maintenant des infrastructures de qualité. Les éléphants ont joué à Bouaké. Les éléphants ont joué à Yamoussoukro. Les éléphants ont joué à San Pedro. Ils ont joué à Abidjan. Le seul stade où on n'a pas joué, c'est Korogo. Donc, après avoir fait tous ces tours, le technicien a estimé que la ville de San Pedro se prêtait mieux à son premier regroupement. Donc, il a aimé le cadre hôtelier dans lequel nous étions. Les joueurs ont énormément apprécié aussi. Ils ont aimé les pelouses, la qualité des pelouses, l'environnement. Et donc, c'est sur cette base-là, après échange un peu avec tout le staff, que San Pedro a été choisi pour pouvoir abriter la première partie de la préparation, du 2 au 7. La deuxième partie va se tenir à l'hôtel Maison Palmier à Abidjan. Donc, c'est ce qui explique que nous soyons à San Pedro. Il y en a dedans qui ont vu un signe en disant en 92, on s'est préparé à San Pedro pour aller gagner la CAN. Mais si ça peut nous permettre de la gagner, alhamdoulilah, c'est l'objectif. Mais c'est vraiment l'environnement qui nous a convenu, qui était bien et qui nous offre une bonne qualité de préparation. À combien peut-on estimer le budget qui a été alloué par l'État pour préparer cette CAN? Pour l'instant, le budget n'est pas encore validé de façon définitive. Il va passer en conseil des ministres ici peu, donc je ne peux pas vous donner des chiffres qui ne sont pas définitivement retenus. Mais l'État met les moyens. Je peux vous dire que l'État met les moyens. L'État a mis beaucoup de moyens dans les infrastructures. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a mis plus de 1 milliard de dollars dans les infrastructures. C'est pour vous dire l'importance qu'il accorde à cet événement. Il est allé plus loin. Il a nommé un Premier ministre qui est ministre des Sports et du cadre de vie. Ça veut dire que c'est ça qui est l'objectif aujourd'hui. Le Premier ministre lui-même, M. Robert Beuré-Mambé, est impliqué au quotidien. Vous le voyez sur le terrain. Donc c'est une priorité. Dès lors que c'est une priorité, les moyens sont mis. Êtes-vous satisfait du travail de Jean-Louis Gasset? Totalement, oui. Totalement. Je considère qu'il est dans un plan de marche. Ce plan de marche se déroule. Je pense que pour l'heure, les choses se passent, je dirais, plutôt bien. On a fini la période d'essai qui a duré de juin 2022 à juin 2023. Vous avez vu que depuis septembre 2023, le groupe s'est resserré avec l'arrivée de nouveaux joueurs, de nouvelles générations de joueurs qui vient compléter la génération de joueurs qui est là. Si vous regardez aujourd'hui les 5 derniers matchs qu'on a joués, Mali, Afrique du Sud, Maroc, Seychelles, Gambie, vous voyez donc une équipe qui est en train de se dessiner où vous avez des jeunes de moins de 23 ans qui sont dans le groupe de départ. L'équipe aujourd'hui a été fortement rajeunie.
en s'appuyant aussi sur les anciens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Donc je pense que Jean-Louis fait un travail méthodique. L'objectif est d'avoir une équipe prête, bien préparée, le commando, comme je l'appelle, soit prêt pour le 13 janvier et aller, Inch'Allah, jusqu'au 11 février prochain. Quel objectif vous avez assigné à cette équipe? Aller le plus loin possible. Honnêtement, aller le plus loin possible. On ne va pas se faire d'illusions. Moi, vous savez, je ne triche pas avec mon pays. Je regarde droit mon pays dans les yeux pour dire qu'aujourd'hui, on est 8e au plan africain. On est 8e. Ça veut dire qu'avant nous, il y a 7 équipes qui sont mieux classées que nous, qui sont en théorie meilleures que nous. Les favoris de cette Coupe d'Afrique, c'est le Maroc, avec ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde. C'est le Sénégal, qui est le tenant du titre. C'est l'Égypte, qui est une nation qui est toujours présente. C'est le Nigeria, qui est une des meilleures nations africaines. C'est le Cameroun, etc., etc. Nous, on n'est que 8e aujourd'hui. Par contre, nous, on se prépare avec sérieux, avec humilité, avec abnégation. On met en avant les qualités du travail pour avoir une équipe solide, un commando qui va pouvoir, à partir du 13 janvier, honorer notre pays par son comportement, par son jeu. Donc, nous souhaitons aller au bout. Nous souhaitons remporter cette CAN. C'est le souhait que nous avons. Nous allons tout faire pour y arriver. Mais les 24 équipes qui sont présentes souhaitent remporter la Coupe. Donc c'est la vérité du terrain qui nous dira ce que nous valons. Mais on va tout faire pour aller le plus loin possible. Idéalement la remporter. Est-ce que Jean-Louis Gasset sera toujours le coach des éléphants, quel que soit le résultat à la CAN? On ne peut pas faire ce genre d'affirmation. Pour l'instant, il est le coach des éléphants et il l'est jusqu'à la fin de la CAN. On en reparlera à la fin de la CAN. Voilà 15 ans que Puma est l'équipementier de l'équipe nationale. Pourquoi une telle longévité? Mais parce que Puma nous propose ce qu'il y a de meilleur. Et on n'a pas eu de meilleures propositions. Si on a de meilleures propositions, on va les étudier. Et quelles sont ces propositions, justement? Quelles propositions? Il faut faire mieux que Puma. Voilà. Puma, aujourd'hui, moi j'étais là quand on a signé Puma. J'étais à l'origine de la signature de Puma en 2005. Et Puma, moi je suis parti de la fédération 10 ans. Je suis parti de la fédération en 2011. Puma a continué de servir et de bien servir et de respecter ses engagements contractuels. Donc je pense que les fédérations qui étaient après moi, que ce soit le président Sidi Diallo, paix à son âme, ou que ce soit même la normalisation après moi, tout le monde a estimé que le travail était satisfaisant. Comme moi je suis arrivé, le contrat de Puma avait été déjà renouvelé par la normalisation. Et pour l'instant, les choses se passent bien. Vous auriez dit que les supporters qui n'auraient pas les maillots originaux des éléphants seraient interdits de stade. C'est vrai? C'est pour ça que j'adore ce pays. On met les choses dans la bouche des gens, des choses qu'on n'a jamais dites. Ce que vous affirmez, est-ce que vous avez un écrit de ma part? Est-ce que vous avez une vidéo de ma part? C'est une question que je vous ai posée. Donc c'est pour ça que je dis, vous auriez dit. Bon, alors, c'est bien, vous avez aimé le terme que vous avez utilisé. En réalité, je n'ai jamais dit cela. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a, malheureusement, dans notre pays, un certain nombre de personnes qui aiment créer des polémiques autour des choses qui sont simples. Ce que j'ai dit, je l'ai dit devant la presse. Et j'ai été clair. Les propos sont là, on peut les ressortir. J'ai dit que nous allons lutter contre la contrefaçon. Tous ceux qui utiliseront le logo de la fédération et de Puma de façon abusive seront poursuivis. Nous avons aujourd'hui un échange avec le comité de lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon est illégale. Donc nous allons poursuivre cela. Maintenant, je n'ai parlé en aucun moment de contrôler le maillot des supporters qui vont être dans un stade. Excusez-moi, ça frise de ridicule. Comment on peut dire ça? Vous me connaissez quand même depuis un certain nombre d'années. Je peux tenir de tels propos qui sont totalement irréalistes et irréalisables. Au demeurant, celui qui porte le maillot, ce n'est pas celui qui l'a fabriqué. Celui qui porte le maillot, il n'a rien à se reprocher. C'est celui qui a fabriqué un maillot contrefait qui sera poursuivi. Mais en aucun moment, nous avons dit qu'on allait contrôler. Vous pensez que la police, la gendarmerie a le temps? J'ai vu, il y a une vidéo qui passe, qui est virale, un gendarme qu'on montre en train de toucher un maillot. Mais je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est ni moi, ni la gendarmerie qui avons demandé ça. Donc, quelque part, non, il ne faut pas créer des polémiques où il n'y en a pas. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays sérieux au monde, les fédérations
ont des accords avec des équipementiers. Les fédérations ont des produits qui commercialisent, qu'on appelle des produits dérivés. Ces produits dérivés constituent une partie des ressources des fédérations. C'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire à l'image de toutes les fédérations sérieuses. Maintenant, la contrefaçon existe et existera toujours. Mais nous disons que l'utilisation frauduleuse et illégale de nos logos, qui sont des logos déposés, ça va être poursuivi. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à le dire? Maintenant, les supporters sont libres de porter le t-shirt, le maillot, la chemise, la couleur qu'ils veulent. Ils sont libres. Seulement ce qu'on leur dit, n'achetez pas de la contrefaçon, parce qu'en achetant la contrefaçon, vous encouragez la contrefaçon. C'est un conseil. Mais on ne va pas aller contrôler des maillots à chaque entrée du stade. Est-ce qu'on a l'énergie pour le faire? Mais les Ivoiriens se plaignent de l'absence de boutique officielle de la Fédération ivoirienne de football pour pouvoir acheter des produits dérivés à l'effigie des éléphants. Alors, il y a le maillot. Le maillot, il y a des entités qui ont un accord avec Puma qui s'agit de les commercialiser. Et ces entités-là se trouvent dans les magasins de sport. C'est eux qui commercialisent. Les produits dérivés, effectivement, n'ont pas pu être mis en œuvre. Il y a un projet de boutique qui n'a pas encore été déployé, malheureusement, à l'occasion de la CAN. Donc, c'est vrai qu'on a une carence de ce côté-là. On est obligé de le reconnaître. Donc, là-dessus, si vous m'entendez parler, je n'ai jamais parlé de produits autres. J'ai parlé simplement de contrefaçon de nos logos. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme on n'a pas pu fournir des produits dérivés, on ne va pas se plaindre là-dessus. Alors, Président, il y aura un nouveau maillot pour les éléphants pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, non, non. C'est le maillot actuel qui sera utilisé. Le maillot que vous connaissez. Version orange, version blanche. Plusieurs pays ont refusé les cités Cannes pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Écoutez, c'est à ces pays-là qu'il faut demander pourquoi ils ont refusé. Les cités Cannes ont été bâties sur la base d'un cahier des charges en accord avec la CAF. Ces cités Cannes répondent aux critères des hôtels 4 étoiles qui sont dans le cahier des charges. Donc, sur 24 pays, bon, je retire la Côte d'Ivoire, 23 pays, il y en a 4 x 3, 12 qui seront en cité Cannes, à Bouaké, à Korogo et à San Pedro. Sur ces 12 pays, le seul pays qui, pour l'instant, moi je suis au courant, a écrit pour dire que la cité Cannes, c'est le Maroc. J'ai vu le courrier. Je n'ai pas encore vu le courrier d'un autre pays. On m'a parlé de l'Algérie. Je dis bien on m'a parlé, mais je n'ai pas la preuve. Mais sur 12 pays, qu'il y en a 2 qui disent qu'ils ne veulent pas aller en cité Cannes, ils ont c'est leur droit. Mais la cité Cannes répond au cahier des charges. Mais je vous dis, notre pays a respecté toutes les obligations du cahier des charges. Et ça a été validé par la CAF. Donc le pays n'est pas en faute. Et d'ailleurs, ces cités Cannes ont été visitées par d'autres nations qui les trouvent tout à fait acceptables et de qualité. Après, vous avez certains pays, par exemple, comme nous en Côte d'Ivoire. Nous, en Côte d'Ivoire, nos joueurs dorment en chambre individuelle. Depuis que je suis arrivé. Avant, ils dormaient en chambre double. On a expliqué aux autorités que des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde, quand ils viennent en sélection, ne peuvent pas être à 2 dans des chambres. Quand ils vivent chez eux dans des villas, je sais pas, donc le gouvernement a accepté de les mettre dans des conditions conformes à ce qu'ils vivent. Donc ils sont dans des chambres individuelles. Mais vous avez des pays qui ont le même niveau d'appréciation que nous. Donc, qui chose. Mais par contre, dans les cités Cannes, le cahier des charges dit c'est des chambres doubles. C'est ce qui est marqué dans le cahier des charges. Et donc, nous, on a respecté cela. Donc, il y en a peut-être qui estiment qu'ils préfèrent aller trouver des chambres individuelles ailleurs. C'est leur droit. Mais ce n'est pas parce que ce que la Côte d'Ivoire a bâti n'est pas conforme. Il faut le dire. On a fait ce qui devait être fait conformément au cahier des charges. Donc, nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Le pays a rempli tous ses engagements. Dites-le haut et fort. Nous le disons, les yeux dans les yeux, nous en sommes fiers. La Côte d'Ivoire n'a rien à se reprocher. On est à la fin de l'année. Quels sont vos vœux? J'ai 2 vœux majeurs. Premier vœu, c'est que le Seigneur nous donne la santé et la chance d'être là le 13 janvier prochain à l'ouverture de la CAN. Et que le défi organisationnel, qui est le premier défi,
visant à recevoir tous les étrangers, visant à les accueillir, à leur montrer l'hospitalité ivoirienne, à faire en sorte que ce que le président de la République a souhaité, à savoir que la CAN soit la plus belle CAN jamais organisée, puisse se réaliser. Ça, c'est le défi organisationnel. Mon deuxième vœu, c'est que notre équipe nationale, le commando que nous sommes en train de bâtir, aille au bout de cette compétition et remporte cette CAN. Pour la Côte d'Ivoire, pour le président Ouattara, pour tout ce qu'il a eu à faire, et pour le peuple ivoirien qui attend cette 3e étoile. Oui, c'est ça mes 2 vœux. Et je prie le Seigneur, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que cela puisse se réaliser. Président, merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, humainement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. C'est moi qui vous remercie. Du 13 janvier au 11 février, la Côte d'Ivoire va abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la première fois de son histoire, NCI va diffuser l'intégralité de cette compétition sur ses antennes. Qu'est-ce que la nouvelle chaîne ivoirienne va proposer aux téléspectateurs? Pour le savoir, nous recevons le directeur adjoint des programmes, M. Joël Amos Badi. Monsieur le directeur adjoint des programmes, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, très bien. Bonne heureuse année. Vous aussi, le meilleur possible. Après la Coupe du Monde en 2022, NCI s'apprête à diffuser pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Dites-nous, comment la nouvelle chaîne ivoirienne s'y est prise pour acquérir les droits de diffusion de cette compétition? Un petit parcours du combattant quand même. Un petit parcours du combattant, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ça a été difficile, c'est vrai. Ça a été difficile. Aucun droit télé, de toute façon, n'est facile à acquérir, et encore plus quand c'est le sport. Quand c'est le sport, c'est beaucoup de tractations, beaucoup de discussions, beaucoup de terrain d'entente à essayer de trouver pour avoir les droits de ce qu'on souhaiterait avoir. Mais il n'était pas question qu'on ne les ait pas. Voilà, parce que la CAN a lieu en Côte d'Ivoire, donc il n'est pas question qu'on ne la diffuse pas. Et parce qu'on a diffusé la Coupe du Monde, donc il n'est pas question qu'on ne diffuse pas la CAN. Et parce qu'on a une chaîne qui a décidé de mettre les pieds dans le plat concernant le sport, donc il n'était pas question qu'on ne diffuse pas la CAN. Donc on a tout fait. On a tout fait, on a fait ce qu'il fallait, on a discuté. Le marché des droits télé, c'est un marché où il faut être très fin, il faut avoir le flair, il faut identifier les bonnes opportunités et puis être très proactif pour pouvoir avoir des droits. Donc c'est ce qu'on a fait. Cette acquisition donne droit à quoi concrètement? Alors concrètement et précisément, nous allons diffuser les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les 52 matchs en intégralité et en haute définition. Voilà ce à quoi nous avons pu avoir droit en ayant les droits de diffuser cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Quel sera le dispositif qui sera déployé par NCI durant cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, nous avons déjà une expérience que nous avons pu vivre pendant la Coupe du Monde, où on était diffuseur officiel et exclusif en Côte d'Ivoire. Et pour cette fois, on va déjà s'asseoir et s'appuyer sur l'expertise ou l'expérience qu'on a pu acquérir avec la Coupe du Monde. Et là, on va vraiment offrir le meilleur possible. En fait, on a choisi un angle assez particulier pour cette Coupe du Monde, pour cette CAN. Je dis Coupe du Monde, lapsus révélateur, parce qu'on l'a fait il y a un an. Mais pour cette CAN, on a choisi un angle particulier. On a décidé de donner la primeur aux acteurs, à ceux qui étaient sur le terrain, à ceux qui ressentent la pelouse, à ceux qui ont connu les frissons, l'adrénaline d'une compétition de haut niveau, à ceux qui savent c'est quoi être dans une séance de tir au but, c'est quoi être dans les dernières minutes. Voilà. Donc on a donné la priorité à des joueurs de football, à des anciens internationaux, à des stars du football et des anciennes stars du football également. C'est eux qui vont être, on va dire, la pièce maîtresse de tout le dispositif qu'on va mettre en place durant cette CAN 2023. Évidemment, avec en tête de gondole nos 2 présentateurs très connus qu'il y a ici à NCI. Donc on a d'abord Malik Traoré, dont l'expertise n'est plus à démontrer. On le sait depuis plusieurs années, il officie dans le sport, sur différentes chaînes de télévision en Afrique et en Europe. Et puis Tia, qui a surpris agréablement tout son monde par sa qualité durant la Coupe du Monde et depuis bientôt plus d'1 an dans NCI Sport. Donc ces 2-là vont accompagner, vont être les chefs d'orchestre d'une, j'ai envie de dire, d'une équipe. Parce qu'en fait, on va former une équipe de Côte d'Ivoire de la CAN. Moi, je l'appellerais l'équipe de Côte d'Ivoire NCI de la CAN.
Alors vous aurez dans cette équipe-là, évidemment, hein, il a été capitaine des éléphants, il ne pouvait être que le capitaine de cette équipe-là, Didier Drogba, qui sera avec nous, et qui sera en plateau avec nous lors des matchs que nous allons retransmettre pendant les plateaux d'avant-match dans NCI Sport Live. Donc ces plateaux d'avant-match vont se faire avec nos consultants en plateau, dont Didier Drogba, qui sera en plateau. On a également Djibril Cissé. Alors Djibril Cissé, est-ce qu'on a encore besoin de présenter? Pour ceux qui n'étaient pas sur la planète Terre ces 15 et 20 dernières années, Djibril Cissé, c'est un ancien international français, c'est vrai, mais c'est surtout un Ivoirien. Voilà, un Ivoirien qui avait envie de vivre avec les Ivoiriens, avec nous, cette aventure de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Donc il sera là, Djibril Cissé. On a également Kalou Bonaventure, qui n'est plus à présenter, hein, le Don comme on l'appelle, ou Monsieur le maire, dépendamment, parce qu'il est effectivement maire pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais il a cette expertise et cette connaissance du football, comme je l'ai dit, le terrain, il connaît. Et puis on aura également Baki Koné, le feu follet de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a été aussi de Marseille, de Nice, enfin, qui a tourné sa bosse un peu et qui va venir partager son expérience avec nous, comme il a fait pendant la Coupe du Monde, et brillamment fait d'ailleurs, et depuis il est avec nous dans toutes les aventures football sur l'antenne. Nous aurons également Amara Diané, ancien international ivoirien, le sauveur ou le messie du PSG il y a quelques années pour éviter la relégation, qui sera là également avec nous. On aura aussi Wilfried Bony. Wilfried Bony, Monsieur Tabouret. Alors, quand on dit Monsieur Tabouret dans le football et qu'on parle de Wilfried Bony, on comprend tout de suite. Hein. Il a la tactique et la technique qu'il faut pour empêcher qu'un ballon soit pris. Il va tout ça nous expliquer pendant ces plateaux. On aura également Roger Boli. On aura Babou Eric, ancienne star du football ivoirien qu'on appelait Romario affectueusement. Et puis on aura Romaric Kindri, ancien international ivoirien, qui sera effectivement avec nous. On aura toutes ces personnes-là qui vont former l'équipe nationale. Et puis, on aura des anciens avec qui on va vivre et revivre une belle épopée. On aura Thierry Joël, oui, on aura Gadji Seli. 1992 sera brillamment, éloquemment représenté dans cette équipe de Côte d'Ivoire de NCI pour la CAN. Vous avez cité tout à l'heure les animateurs, Tia et Malik, qui vont chapeauter, animer les différents programmes qu'il y aura sur NCI durant la Coupe d'Afrique des Nations. Hormis eux, est-ce qu'on a d'autres animateurs? Alors, on aura évidemment nos commentateurs qu'on a découverts pour certains et redécouverts pour d'autres pendant la Coupe du Monde. Donc, on aura Chris Noubouzan, on aura Yacoub Traoré, on aura Marc Leblanc. Alors, ils ont surpris agréablement pendant la Coupe du Monde, ils ont convaincu par leur talent et on a vu le résultat, les gens ont beaucoup apprécié, les téléspectateurs nous ont fait des remontées d'informations très précises sur la qualité de ce qu'ils entendaient. Et puis on aura nos consultants, à côté de ces commentateurs, on aura Patrick Guité, on aura Nasser Eddy et puis un tout nouveau venu, mais nouveau venu pas forcément dans le monde du football, mais sur l'antenne, Israël Oussou qui sera également consultant pendant les commentaires de match. Les téléspectateurs auront droit à quoi comme contenu? Alors vous avez pendant les matchs, ou même avant les matchs, le programme NCI Sport Live, qui est un programme au cours duquel vous aurez des plateaux pour présenter la rencontre à venir. Donc, quand il y a 3 matchs, vous aurez 3 fois NCI Sport Live. Quand il y a 2 matchs, vous aurez 2 fois NCI Sport Live. Chaque fois qu'il y aura match, vous aurez NCI Sport Live. C'est 30 à 45 minutes de plateau avant le match, où vous avez donc ces consultants que j'ai cités qui vont venir en plateau et qui vont venir offrir leur expertise sur comment un match comme un match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, comment est-ce que ça se ressent, comment est-ce que ça se prépare, comment est-ce qu'on le vit. Et il y a une chose qui est importante à signifier dans le NCI Sport Live, c'est que la CAN est une fête. La Côte d'Ivoire a décrété que la CAN serait une fête. L'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'il fallait pour que la CAN soit une fête. Et NCI ne va pas rester en marge. Donc également, NCI Sport Live sera une fête. Ce sera une vraie fête, la fête au football, la fête aux éléphants si on va très loin, on l'espère en tout cas. Ce sera une vraie fête, on va le faire avec nos téléspectateurs, avec nos consultants, et donc il y aura du public en plateau, il y aura des petites surprises qu'on réserve à nos chers téléspectateurs, ce sera donc une fête. Pour NCI Sport Live, 52 plateaux de NCI Sport Live qui vous seront offerts pour chacun des matchs évidemment. Et puis, vous avez en fin de journée, en soirée totalement, autour de 22h, vous avez le journal de la CAN. Alors le journal de la CAN, c'est pour ceux qui aiment le football, les puristes, ceux qui veulent décortiquer, décrypter, en savoir beaucoup plus sur tout ce qui s'est fait pendant les matchs. Et même à côté aussi d'ailleurs, ce sera donc le journal de la CAN. Et dans ce journal, on aura notre palette, parce qu'on avait commencé en Coupe du Monde la palette qu'on faisait et qui a plu à nos chers téléspectateurs. Donc on va la garder, cette palette-là, qui sera animée par Romaric Kindri et par Israël Oussou, qui vont donc être les 2 maîtres palettes, je vais les appeler comme ça, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que ce sera une fête sur la chaîne.
on se dit que ça va nécessiter quand même une ressource humaine assez conséquente. Combien de personnes vont travailler autour de ces différents programmes pour NCI? Alors, on n'est pas loin d'avoir une 60aine de personnes qui vont effectivement au quotidien travailler sur tout ce qu'on va faire pendant cette CAN. Et ces personnes sont, on va dire, réparties sur tout le territoire national. Parce que nous, on veut faire vivre une CAN de l'intérieur. Alors, l'intérieur, comme on dit en Côte d'Ivoire, l'intérieur du pays, déjà ça. Donc, sur tous les sites, vous aurez donc des reporters NCI qui seront présents pour faire vivre la CAN aux téléspectateurs. Et puis aussi, on veut offrir ce qu'on a commencé à faire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, offrir le vécu proche du terrain. Donc, tous les éléphants seront en compétition. C'est normal, c'est la Côte d'Ivoire, hein, si vous voulez. Bien, on sera proche du terrain, on sera avec notre présentateur, nos consultants proches du terrain pour offrir l'ambiance ressentie par les téléspectateurs. Vous avez cité pas mal de consultants qui vont se succéder sur le plateau de NCI durant cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont rejoindre la team? Alors, vous savez, dans une équipe, parce qu'on a pris l'analogie de l'équipe, hein, on va aller jusqu'au bout. Dans une équipe, on a les titulaires, on a aussi ceux qui sont les remplaçants. Vous savez, l'équipe de Côte d'Ivoire est liste de 27, comme toutes les autres nations d'ailleurs. Donc on a forcément d'autres personnes qui sont là et qui vont arriver de temps en temps, venir faire de belles surprises. C'est pour ça que j'ai parlé de surprises qu'on aura durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc effectivement, il y aura d'autres personnes, mais ça va être encore d'autres belles surprises. Le 13 janvier, qu'est-ce que NCI va offrir à ses téléspectateurs? Mais on va faire la fête. On va clairement faire la fête. Un avant-goût quand même de ce qui est prévu. On va voir Yves Boris danser par exemple. Ou Malik Traoré esquisser des pas de coups du marteau, il fait très bien. Ou Tia, on va faire la fête avec nos téléspectateurs. On va prendre une grande partie de temps de cette journée pour faire la fête avec nos téléspectateurs. Un message à ces nombreux téléspectateurs de NCI qui sont impatients de voir les 52 matchs sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez effectivement les 52 matchs. Vous aurez des matchs qui vont vous faire vibrer. Vous aurez des émotions comme nulle part ailleurs. La couleur NCI, le ton NCI, la vérité NCI, elle est palpable depuis la Coupe du Monde de football au Qatar. Et vous allez avoir cela en mieux durant cette CAN. Donc ne craignez strictement rien. Tout se passera parce que NCI prend soin de vous. Monsieur le directeur adjoint des programmes, merci. Merci. Eh bien, on espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission spéciale. On va se donner rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.